Bonjour à tous et merci de nous retrouver en direct sur Public Sénat. On refait la séance après les questions d'actualité. 30 minutes pour analyser et décrypter cette séance. On retrouvera dans un instant Perrine Tarnaud en direct de la salle des conférences avec ses nombreux invités. J'accueille également sur ce plateau Éliane Assassi, bonjour, présidente du groupe communiste. Ici au Sénat, on va bien entendu parler avec vous de la question des réfugiés qui a une fois de plus dominé cette séance de questions d'actualité que l'on vient de suivre en direct. Mais avant cela, on va écouter Bernard Cazeneuve dans une première réponse, le ministre de l'Intérieur qui a rappelé que c'était à l'Europe également de régler cette question de la crise migratoire. On l'écoute. Il y a la dimension européenne qui doit permettre de conjuguer humanité et fermeté. D'abord en créant les conditions du mécanisme de répartition des réfugiés entre les différents pays de l'Union européenne. Ça a été une proposition française, elle a été reprise par la Commission. Nous devons aboutir à une solution au prochain Conseil Justice-Affaires intérieures de mardi. Deuxièmement, en mettant en place de véritables actions de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne qui permettent d'identifier les réfugiés et de procéder à la reconduite à la frontière de ceux qui ne relèvent pas du statut du réfugié en Europe. Parce que s'il n'y a pas de fermeté et de responsabilité là où il y a de la générosité, il n'y a pas de soutenabilité de l'accueil des réfugiés. Voilà, on reviendra sur cette déclaration de Bernard Cazeneuve, mais on va tout de suite retrouver en direct de la salle des conférences Perrine Tarnaud avec votre premier invité, c'est Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. C'est à vous, Perrine. Exactement, Delphine, Jean-Marie Le Guen. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. On vient d'entendre la réponse très forte du ministre de l'Intérieur à Stéphane Ravier, sénateur du Front National. C'était important d'avoir cette réponse très ferme. Oui, parce que certains en Europe, pas simplement en France d'ailleurs, essayent de nous emporter dans le populisme, dans l'abandon des valeurs qui existent depuis des centaines d'années, pour ne pas dire des millénaires, dans cette Europe humaniste, chrétienne, laïque, républicaine. Donc des valeurs qui sont celles de l'asile, de venir au secours de ceux qui sont opprimés, qui sont victimes de la violence politique ou guerrière. Mais en même temps, de rappeler aussi qu'il y a en France un État qui protège, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de migration, qu'il n'y ait pas de raison d'être. Et en même temps, le Front National qui surfe aussi sur ces thématiques liées à l'immigration. Bien sûr, comme l'a dit Bernard Cazeneuve, à quelques semaines, à quelques mois d'élections régionales. Il est content des problèmes parce qu'il n'apporte pas de solution et il surfe sur les problèmes. Voilà, c'est la caractéristique du Front National. C'est quelqu'un qui ne cesse d'en rajouter dans les problèmes parce que justement, il n'apporte jamais de solution. C'est pour ça que c'est important d'avoir un discours à la fois d'humanité mais aussi de fermeté. Au Sénat, au mois d'octobre, il y aura l'examen du projet de loi sur le droit des étrangers. Est-ce que vous allez travailler ici avec la majorité sénatoriale pour apporter aussi une réponse ferme à l'immigration clandestine ? Je pense que illégale, déjà le texte en sur l'asile opposition à l'accueil des réfugiés et au droit d'asile. Bien sûr, vous le savez, le texte sur l'asile qui a été adopté il y a quelques semaines a permis d'avoir l'obtention plus rapide du droit d'asile lorsque c'est autorisé, c'est-à-dire de faire la distinction entre ceux qui n'y ont pas droit et ceux qui ont droit, de façon à ce que à la fois ceux qui ont droit aient plus rapidement des droits, mais ceux qui n'ont pas droit soient plus rapidement raccompagnés aussi dans leur pays d'origine. En même temps, vous n'avez pas accompagné les sénateurs qui, eux, voulaient que ceux qui étaient déboutés du droit d'asile quittent automatiquement la France. Mais c'est tout à fait dans les procédures de droit qui sont celles des conventions internationales, c'est ce que nous faisons. Et là, la loi sur l'immigration qui va venir dans quelques semaines au Sénat, autant nous donnons moins de bureaucratie et de paperasserie pour les étudiants, notamment les étudiants, mais pour les immigrés qui sont en situation tout à fait régulière, une carte de 3 ans et non pas un renouvellement dans les préfectures tous les 6 mois ou tous les ans. Mais à côté de ça, nous avons des procédures accélérées pour raccompagner dans leur pays d'origine tous les immigrés qui sont en situation irrégulière. C'est une loi équilibrée, d'un côté plus de stabilité pour ceux qui ont des droits, mais aussi plus d'efficacité et de rapidité pour reconduire à la frontière toutes les immigrés qui sont en situation irrégulière.
session parlementaire extraordinaire, session ordinaire qui va commencer début octobre avec un calendrier assez chargé. Gérard Larcher, lors de la conférence des présidents mardi soir ici au Sénat, qui arrête l'ordre du jour, vous a un peu renvoyé sur l'inflation législative. Il a dit attention, l'inflation législative, ce n'est pas seulement la faute du Parlement, mais aussi celle du gouvernement. Présentez-nous des projets un peu moins denses et surtout faites le tri, la part des choses entre ce qui relève de la loi et du règlement. Absolument. Ça, c'est un point très important sur lequel j'avais insisté auprès des présidents des deux assemblées, faire la distinction entre, on met trop souvent dans la loi, de façon à ce qu'elle soit un peu bavarde en quelque sorte, des textes qui n'ont pas à y être et qui devraient être de l'ordre du règlement. Et je prends acte, et j'avais déjà acté le fait que c'est aussi au gouvernement, notamment d'écouter plus le Conseil d'État qui fait ses remarques et donc d'être plus attentif à ce que dit le Conseil d'État. Mais parallèlement, il faut que les parlementaires qui ont ces derniers mois été assez actifs en matière de production d'amendements qui ne sont pas toujours vous n'allez pas leur reprocher, de la loi. Ouais. Je ne leur reproche rien. Je dis simplement que je suis tout à fait d'accord avec le président Larcher qui va appliquer ce qu'on appelle l'article 41 de la Constitution, c'est-à-dire qu'il va demander au président, je crois, de la Commission des lois de tout simplement désigner des articles qui n'auraient pas lieu d'être dans la loi parce que c'est des articles réglementaires. Donc une avancée où nous avançons de concert entre les assemblées et le gouvernement. Et notamment avec Gérard Larcher et le Sénat. Merci beaucoup Jean-Marie Le Guen d'avoir répondu en direct à nos questions. Delphine, on se retrouve ici tout à l'heure, enfin dans quelques instants avec d'autres invités. Merci beaucoup Perrine. Et je le disais, eh bien, cette séance a été dominée par la question des réfugiés. Christian Cambon, sénateur Les Républicains du Val-de-Marne, nous a également rejoint sur ce plateau. Bonjour. Eliane Assassi, on a entendu Bernard Cazeneuve le rappeler. Et déjà hier, le Premier ministre, devant les députés, a défendu l'idée d'une France fidèle à ses valeurs, mais aussi dans le même temps, il a ouvert la voie à un rétablissement des contrôles à la frontière. Alors est-ce que c'est compatible, cette solidarité affichée, mais aussi ce message de fermeté de la part du gouvernement? Écoutez, moi j'ai un avis très précis sur le sujet grave qui nous occupe. On parle d'hommes, on parle d'enfants, on parle de femmes dans des situations qui vivent une situation dramatique. Et je pense que le premier geste à avoir à leur égard, c'est un geste d'humanité et un geste de solidarité. Je le dis d'emblée, que la France accueille 24 000 réfugiés sur 2 ans, me semble bien insuffisant au regard de ce qu'est notre pays, la patrie des droits de l'homme. Il y aura 120 000 réfugiés à se répartir entre oui, mais j'aime pas, moi, ce mot répartition. On cache le mot quota en le transformant en répartition, mais in fine, c'est la même chose. Donc, c'est bien peu, d'abord au regard du nombre de réfugiés qui, malheureusement, partent pour de bonnes raisons. Et donc, il y a des causes à ces départs, et ce serait bien qu'on travaille aussi sur ces causes et qu'on essaye d'y remédier. Oui. Donc, dans ce cadre-là, l'Europe porte une grande responsabilité. Les frappes aériennes annoncées, ça ne sera et pas pas que ça. Moi, je suis pour un processus politique, en premier lieu. Et il me semble que la France, qui est un grand pays, devrait prendre la tête de l'organisation d'une table ronde avec tous les ministres de l'Intérieur et pourquoi pas tous les chefs d'État pour qu'elle aboutisse, non pas comme la semaine dernière, qu'elle n'aboutisse pas. Et aussi, dans le même temps, de reparler un peu, excusez-moi, mais de reparler un peu plus fermement à des pays d'Europe tels que la Hongrie. Moi, je considère que ce qui se passe en Hongrie est scandaleux. Ces murs de barbelés, des sanctions pénales à l'égard des réfugiés. Tout ça n'est pas digne de l'Europe et n'est pas digne de celles et ceux qui l'ont en son temps imaginé. Christian Cambon, c'est vrai que l'Europe a failli peut-être dans cette crise des réfugiés, cette crise migratoire. Il est sûr que c'est une crise que nos dirigeants respectifs n'ont pas vu venir. Je pense que, comme tout le monde, nous avons partagé l'émotion des images violentes, extrêmement touchantes. Ceci posé, c'est un sujet qui est d'une très grande gravité. Moi, je ne vais pas discuter sur les milliers, 24 000 ou plus ou moins. Je vois en revanche que l'appel qu'a lancé Mme Merkel l'a conduite elle-même à revoir quelques jours seulement plus tard, à retracer de nouvelles perspectives et fermer sa frontière avec l'Autriche, ce qui est quand même suivi par la France. Et la France est sur la même pente. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne sait pas combien de temps ce flot de réfugiés va converger sur l'Europe.
c'est un vrai problème et il ne s'agit pas de s'enfermer dans des frontières ou dans des murs, il s'agit effectivement déjà d'identifier le phénomène, car on commence à voir que ça ne fait plus tout à fait l'actualité, hein. Mais pendant ce temps-là, des milliers et des milliers de femmes et d'hommes qui ont souffert dans ces régions du monde de manière effroyable sont sur les routes et convergent vers l'Europe. Donc, comment l'Europe et singulièrement la France vont-elles pouvoir faire face à ce phénomène? Moi, je suis maire en banlieue parisienne, je peux en parler puisque d'ores et déjà, j'ai déjà accueilli 25 familles de réfugiés qui sont là depuis 4 ou 5 ans, donc je sais véritablement comment ces problèmes se posent. Deuxièmement, quelle solution politique va-t-on apporter? Moi, je veux bien, et je vice-préside la commission de la défense, qu'on envoie les Rafales, mais c'est jamais les Rafales qui ont réglé les problèmes. On va poursuivre ce débat en plateau dans un instant, mais on va retrouver également Perrine Tarnaud, toujours en direct de la salle des conférences, cette fois avec le sénateur RDSE du Gers, Raymond Vall. Il est apparu très ému hier lors de son intervention au Sénat, Perrine. Exactement. Bonjour Raymond Vall. Bonjour. Effectivement, hier soir, lors du débat sur l'accueil des réfugiés en France, on a pu entendre votre émotion. Vous avez raconté votre propre expérience familiale, hein, fuyant la guerre civile espagnole pour vous réfugier, votre famille, en France. C'était important pour vous d'apporter ce témoignage hier soir lors d'un débat qui était certes plutôt apaisé dans l'hémicycle, mais on a quand même entendu des mots un petit peu durs. Oui, je crois que c'était important parce que les images que l'on voit, les souffrances que l'on voit, ont immanquablement, pour tous ceux qui sont issus de cette histoire, nous les avons ressenties comme celles que nos parents avaient reçues. Et donc, partant de là, hier soir, il y a eu des mots très durs. Et je ne pouvais pas m'inscrire dans ce discours sans rappeler que on a, dans ce pays qu'est la France, eu des exodes successifs, et que je ne vois pas au nom de quoi, alors que des périodes beaucoup plus difficiles... Et on ne fuit jamais impunément son pays. Et surtout, voilà, ce que j'ai dit, c'est qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est que de quitter son pays, son village, sa maison, et de prendre le risque avec sa famille de partir dans l'inconnu, risquer sa vie, sans savoir si on reviendra dans son pays. Et je crois que ça, ce sont des souffrances qui ne se gomment pas. Et ces gens-là, contrairement à ce qu'on peut penser, leur fuite n'est pas une lâcheté. C'est au contraire le courage d'avoir des convictions, d'aller jusqu'au bout, d'un jour pouvoir les défendre, et provisoirement, de pouvoir sauver sa vie. Vous comprenez le Premier ministre quand il envisage provisoirement de peut-être rétablir des contrôles aux frontières françaises? En tout cas, j'assistais à la réunion qui a été faite samedi dernier par M. le ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai bien reçu la compensation de cette situation, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans l'irrégularité pour séjourner dans notre pays ne peuvent plus rester dans notre pays. Parce que si on veut recevoir des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre, mais forcément, il faut avoir une attitude beaucoup plus rigoureuse. Et si, pour pouvoir faire face à ce drame humain, il faut renforcer les contrôles, pourquoi pas? Ouais. Et vous-même, est-ce que dans le Gers, vous accueillez déjà ou vous allez accueillir des réfugiés? Oui, j'ai immédiatement... vous savez, dans la ville dont je suis maire, à Florence, pendant la période de 39-45, c'est une ville qui comptait 6000 habitants et il y avait 300 réfugiés dans une compagnie de travailleurs. Et donc, c'est une espèce de culture qui fait que sans les Italiens, sans les Polonais, sans les Espagnols, sans les Maghrébins, sans les Portugais, eh bien, ces territoires du Sud-Ouest n'en seraient pas là. Et vous estimez que le gouvernement vous accompagne assez, qu'il y a assez de moyens donnés aux élus locaux pour accueillir justement ces réfugiés? Il y a un débat, hein, notamment ici au Sénat. Oui, mais bon, il ne faut quand même pas oublier que ça a été répété et confirmé. C'est une compétence de l'État. L'État annonce une aide de 1 000 €, ce qui est insuffisante, mais il a aussi prévu de participer à des travaux concernant la remise à niveau de certains logements. Pour ce qui nous concerne, on a des logements vacants. On va les remettre à niveau. Ça ne coûte pas une fortune, mais c'est vrai que si cet argent est pris en compte par le gouvernement, mais surtout ce qui va coûter cher, c'est toute la déclinaison du statut de réfugié qui fait que l'école, qui fait que la santé, qui fait que tout ce qui est une aide qui peut être accordée pendant un certain nombre de jours va être de la compétence de l'État. Donc il ne faut pas non plus... J'ai rappelé qu'en 1939, la France n'était pas dans un état économique extraordinaire, que les hommes étaient partis au front et qu'il y avait une situation bien pire que celle que nous avons aujourd'hui. Donc, aborder avec des arguments comptables cette situation, c'est un peu insupportable. Merci beaucoup Raymond Vall d'avoir répondu à nos questions. Et on peut retrouver votre témoignage hier soir dans l'hémicycle sur notre site internet delphinepublicsena.fr. Merci beaucoup Perrine. On continue le débat ici sur ce plateau avec nos invités. Mais avant cela, je vous propose d'écouter la réponse de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, au sénateur frontiste Stéphane Ravier, qui l'accuse d'être le ministre de l'Extérieur et non plus le ministre de l'Intérieur. On écoute son intervention.
L'honneur de la France, conformément à la tradition multiséculaire de notre pays depuis 1793, c'est d'ouvrir ses portes à ces hommes et à ces femmes qui sont persécutés et de ne pas tenir le discours que vous venez de tenir et de ne pas avoir le comportement abject contre un certain nombre d'élus qui vont dans les appartements où sont ces réfugiés pour leur dire textuellement « vous n'êtes pas bienvenus chez nous ». Eh bien, tant que ce gouvernement sera là et tant que la France sera la France, dans le rassemblement de toutes les formations politiques républicaines qui sont ici, la France ouvrira ses bras à ceux qui sont persécutés chez eux. Voilà la première réponse. La deuxième réponse, c'est que lorsqu'il s'agit d'agir contre le terrorisme et contre ceux qui représentent un danger pour le pays, c'est sur nous qu'il faut compter et pas sur vous. Parce que lorsque nous avons présenté la loi contre le terrorisme, vous avez voté contre. Vous avez voté contre l'interdiction administrative des sites Internet. Vous avez voté contre le PNR. Vous avez voté contre la loi renseignement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous proposons des solutions pour combattre les terroristes, vous vous y opposez. Parce que ce qui vous intéresse, ce ne sont pas les solutions, ce sont les problèmes. Parce que les problèmes, c'est le terreau sur lequel vous prospérez. Eh bien nous sommes républicains, nous cherchons les solutions, nous combattons les terroristes, nous sommes dans la fermeté, mais nous continuerons à être dans l'humanité. Merci, Monsieur le Ministre. Voilà pour cette intervention de Bernard Cazeneuve. Éliane Assassi, qu'avez-vous pensé de cette passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur et le sénateur Stéphane Ravier, Front National? Écoutez, moi, hier soir, une bonne partie de mon intervention a été consacrée aux mensonges éhontés du Front National et à ses choix politiques qui sont vraiment à l'encontre de ce que je pense comme citoyenne d'abord. Donc je peux partager la colère et le ton avec lequel le ministre Cazeneuve a répondu à M. Ravier. Face à ces gens-là, il faut faire preuve de fermeté et il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Et donc, ce n'est pas souvent, mais je donne tout à fait raison à M. Cazeneuve, d'ailleurs nous l'avons applaudi, à la fin de son intervention sur ce sujet. Une réaction, Christian Cambon? Écoutez, moi, il y a deux parties dans l'intervention du ministre. Je pense que la deuxième partie est bien meilleure, car il est tout à fait clair que lorsque l'on arrive aux solutions devant le Parlement, le Front National ne les vote jamais, car il se nourrit plus des problèmes que des solutions. Ceci posé, moi je demande simplement qu'on fasse attention à ces affirmations selon lesquelles il y a le parti de la haine, etc. Je pense qu'il y a une part très importante de l'opinion publique qui ne comprend pas exactement ce qui se passe et qui a besoin d'être informée. Quand une responsable socialiste dit qu'il y a 70 000 logements sociaux disponibles en France, moi je vois dans ma commune, ou dans ma seule commune, 15 000 habitants, 700 demandeurs de logement et qui me disent « Mais où sont les logements, monsieur le maire? Vous nous en cachez ?» Et je crois qu'il faut faire très attention à bien expliquer comment les choses se passent, qui sont les réfugiés politiques, qui sont les demandeurs d'asile, qui sont les réfugiés qui viennent pour des raisons économiques. Ce ne sont pas exactement la même chose. C'est du reste pas très facile de savoir qui est quoi, mais ce ne sont pas les mêmes raisons qui les animent. Et je pense en tous les cas qu'il ne faut pas montrer du doigt une part très importante de Français qui se manifestent dans les sondages. 56% des Français sont contre l'accueil de ces populations. Donc on peut tous les traiter d'égoïstes, d'extrémistes. Je pense en revanche qu'il faut que le gouvernement, aidé par les élus locaux, propose un certain nombre de solutions, mobilise un certain nombre de moyens et distingue entre celles et ceux qui viennent chercher un asile économique et ceux qui viennent se protéger de la persécution, ce qui est assez différent. Sur ce sondage que vient de rappeler Christian Cambon, effectivement, l'opinion publique pas forcément favorable à l'accueil de réfugiés. Non, mais moi je dirais pas ça. Il y a un bon sens populaire. C'est-à-dire que les idées du Front Il y a National progressent un bon aussi, sens Éliane populaire Assassi. qui se dit il y a X millions de gens qui sont au chômage, il manque tant de logements, etc., etc. Donc à la limite qu'ils se posent la question, moi je n'ai strictement rien à dire là-dessus. Après il faut faire œuvre de pédagogie, effectivement, pour aller discuter avec eux, mais avec un bémol que j'aurais par rapport aux propos de M. Cambon, c'est que à chaque fois on oppose des gens entre eux. C'est-à-dire que là on oppose aujourd'hui les réfugiés aux migrants économiques. Mais les migrants économiques, on en a eu besoin. Parce qu'il n'y a pas eu, attendez, il n'y a pas eu, bien évidemment, il y a eu les Espagnols, il y a eu des peuples qui ont fui leur pays parce que des dictatures. Puis il y a aussi des peuples
je pense notamment aux Maghrébins, qui sont venus parce qu'on avait besoin d'eux en matière économique. Et qu'aujourd'hui, la question se pose toujours. Et le danger, ce qui fait monter le Front National, c'est que vous-même, votre formation politique joue à ce jeu d'opposer les gens entre eux. Donc maintenant, il y a les bons Français, les réfugiés qui sont gentils, envers lesquels il faut faire preuve d'humanité, et les migrants économiques qu'il faudrait chasser. Ce n'est pas possible. Et ça nourrit les propos du Front National. Et ce qu'a fait M. Cazeneuve, et c'est pour ça que je suis tout à fait satisfaite de ses propos, c'est qu'il s'attaque justement à ceux qui portent ces messages de haine et de division. Voilà. Donc moi, je ne peux pas accepter... Allez-y, répondez. Les Républicains qui faisaient hier leur journée sur l'immigration. Les Républicains ne s'assimilent absolument pas au discours du Front National. Ce que l'on veut simplement dire, c'est qu'il y a une réalité en France dont il faut prendre la mesure. Il y a 3,5 millions de chômeurs, c'est-à-dire vraisemblablement 5 millions. Mais oui, mais c'était vrai avant-hier. Il faut que l'opinion française comprenne que les priorités restent malgré tout de s'occuper des problèmes des Français. Ce qui n'était pas exactement la même chose en Allemagne, où il n'y a pas la même démographie, où il y a un taux de chômage inférieur à 5, où il y a une croissance que nous n'avons pas. Et les Français qui vivent la crise au quotidien, je le vois et vous le voyez dans nos départements, les Français demandent aussi qu'on les aide et que brusquement, l'emballement médiatique et politique autour de ce dramatique problème ne fasse pas qu'on les oublie. Monsieur Cambon, la situation économique n'était pas différente il y a 3 semaines. Non, mais... Donc qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui on en arrive à opposer les réfugiés aux migrants économiques? Qu'est-ce qui a changé? Mais parce que le président de la République lui-même, le Premier ministre, fait lui-même cette distinction. Il dit, vous savez très bien que dans ce flot permanent, il y a un certain nombre de gens qu'à titre personnel, je peux comprendre. Si vous ne mangez pas à votre faim, si vous avez votre famille à soigner et à faire manger, je comprends très bien que vous alliez à des endroits où la paix, la prospérité relative est plus importante. Mais au niveau des États, je pense qu'il y a une responsabilité de nos dirigeants à dire que les réfugiés, ceux qui doivent bénéficier du droit d'asile, c'est une tradition française qui date de la Révolution. On ne va pas revenir dessus, tout le monde est pour. En revanche, on ne peut pas dire, comme a dit la secrétaire générale des Verts, on ouvre les frontières toutes grandes, on prend tout le monde. On va revenir sur ce thème dans un instant, mais on va faire un détour par la salle des conférences avec Perrine Ternot et un nouvel invité, Perrine. Oui, je suis avec Albéric de Montgolfier, le rapporteur général du budget ici au Sénat. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Vous avez tenu une conférence de presse ce matin sur l'économie collaborative, c'est-à-dire l'économie qui permet à des particuliers de s'échanger des biens ou des services via des plateformes d'e-commerce. Donc on connaît un peu tous ces services. Souvent ce sont des revenus complémentaires qui sont non déclarés. Vous voulez les imposer, c'est ça? Non, on veut simplement assurer, d'une part, le recouvrement d'impôts qui sont normalement dus, et d'autre part, éviter des distorsions de concurrence entre secteurs. Si on regarde par exemple un hôtel, par rapport à des locations de biens entre particuliers, il peut y avoir des distorsions de concurrence. C'est toute la question des chauffeurs privés. Donc concrètement, aujourd'hui... Effectivement, de la guerre entre taxi et VTC. Ouais. Aujourd'hui, théoriquement, les impôts sont dus. Dans la pratique, ils sont pas recouvrés. L'idée, c'est pas d'instaurer une fiscalité nouvelle, c'est pas de créer des impôts nouveaux, c'est de donner une franchise en dessous de laquelle les particuliers pourraient continuer à exercer leurs services normalement. Et dès lors que ça devient une activité... Elle serait de combien à peu près cette franchise? À peu près 5 000 €. D'accord. Et dès lors qu'on dépasse ce seuil, ça devient une activité récurrente, voire une activité professionnelle. Pour certains, parfois la source principale des revenus. Et à ce moment-là, il est normal que les impôts soient payés. Vous voulez aussi proposer une TVA sur les achats e-commerce? Normalement, la TVA, elle est due. Quand vous achetez sur un site français qui vend des produits en France, vous l'avez payé par exemple 120 €, il y aura 20 € de TVA qui partiront. Le problème, c'est que si vous allez sur un site étranger, dans la pratique, vous allez aussi payer 120 €, mais le commerçant mettra la TVA dans sa poche. Donc le problème, c'est d'assurer le recouvrement de la TVA, parce que tout le monde est floué aujourd'hui. L'État perd les recettes et le consommateur croit avoir payé la TVA. En fait, elle va dans la poche du commerçant. Est-ce que c'est très populaire, ça, de devoir fiscaliser tous ces échanges de biens, de services? C'est pas populaire. La question, c'est que si on ne le fait pas, qui est floué? Nous tous, concrètement. Nos impôts augmentent, les recettes de TVA s'effondrent. Je vous rappelle qu'il y a eu 9,7 milliards de recettes entre 2014 et 2013 en moins. Et en grande partie de l'érosion sur la TVA que la Commission européenne chiffre pour la France à près de 20 milliards d'euros. Si on n'y veille pas, ça veut dire tout simplement que... Et qui s'évapore comme ça dans l'e-commerce? Qui s'évapore dans l'e-commerce, dans les fraudes carousel, dans l'international, dans beaucoup de formes de fraude. Mais si on n'éveille pas, c'est nos recettes fiscales qui vont baisser et c'est tous les contribuables qui vont devoir payer. Oui, alors que ces grandes sociétés Internet, souvent, ne payent pas d'impôts sur les sociétés en France. C'est ça aussi le problème. Le problème c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais c'est un vrai problème. Toutes ces grandes sociétés sont souvent à l'étranger, aux États-Unis, mais même aux États-Unis, elles ne payent pas leurs impôts. Elles sont souvent installées
installés dans des paradis fiscaux. Et la difficulté, c'est d'aborder les profits d'activités qui sont immatérielles, de droits intellectuels. C'est un autre sujet, on s'en empare aussi, mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est éviter des distorsions de concurrence, un secteur qui échapperait à l'impôt et un autre secteur qui serait très fiscalisé. Vous avez tenu une seconde conférence de presse aussi ce matin avec Bruno Retailleau, le patron des sénateurs républicains ici au Sénat. Une conférence de presse pour dénoncer le programme économique du Front National. Alors c'est vrai que le contexte en ce moment est un peu particulier. On parle beaucoup d'immigration. Est-ce que c'était le bon moment pour cibler le programme économique du Front National? Et vous voulez en faire quoi? Un argument de campagne pour les élections régionales? Alors, je crois que c'est tout l'honneur du Sénat d'avoir le temps de se pencher sur des sujets de fond. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du Front National par rapport à l'immigration, mais est-ce qu'on ne regarde jamais de manière très approfondie les conséquences économiques du programme du Front National? Et le travail qui a été réalisé avec la Fondation Concorde, c'était de chiffrer le coût des mesures, à la fois en recettes et en dépenses, du programme économique du Front National. Et qu'est-ce qu'on voit? À peu près 120 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, souvent démagogiques, qui se traduiraient, pour la principale surtout, par un renchérissement du coût de notre dette. Parce que si on sort de l'euro, évidemment, les taux d'intérêt monteront, c'est le problème de la Grèce aujourd'hui, tout le débat, et le taux de change, évidemment, se dégraderait. Donc je crois que c'est un vrai sujet, et on a voulu faire un travail de chiffrage précis des mesures économiques qui sont proposées. Mais écoutez, on y reviendra sur l'antenne de Public Sénat. Merci Albéric de Montgolfier d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Perrine pour toutes ces interventions. On continue ce débat en direct sur Public Sénat, toujours avec nos invités Éliane Assassi et Christian Cambon. Vous êtes tous les deux élus d'Île-de-France. Dans un entretien au journal Le Monde, Thierry Meignen, le maire Les Républicains du Blanc-Mesnil, estime qu'il est urgent d'assurer, je cite, une juste répartition de ces réfugiés sur le territoire français et d'instaurer des quotas d'accueil par région. Éliane Assassi, que pensez-vous de cette proposition ? Que vous dire, Monsieur Meignen est mon maire puisque j'habite à Blanc-Mesnil. Alors justement, je connais bien Monsieur Meignen. Oui, il faut faire ça sur la base du volontariat ou est-ce qu'il faut des quotas? C'est vrai que les premiers réfugiés sont arrivés en Île-de-France. Non, mais pourquoi veut-on prendre des personnes, des êtres humains comme des numéros et mettre des quotas de quoi? Des quotas de femmes, des quotas d'enfants, des quotas d'hommes, des quotas de personnes parce qu'elles ont telle religion, parce qu'elles ont telle profession, parce qu'elles ont... Des quotas de quoi? Moi, je voudrais quand même qu'on se rappelle qu'on parle d'êtres humains. On ne parle pas de numéros. On ne parle pas de numéros. Il y a cette autre proposition de Jean-Pierre Raffarin d'installer des familles de migrants dans les zones rurales désertées où il y avait des problèmes démographiques. Je me rappelle la Nouvelle-Zélande en son temps, vous voyez. Moi, je reprends un propos de ma collègue Nathalie Bouchard, qui est sénateur et maire de Calais, et qui a dit au ministre, c'est pas la France qui accueille les réfugiés pour l'instant, c'est Calais. Et quand on va à Calais, nombre de sénateurs, toutes sensibilités confondues, l'ont fait, et ils ont vu la situation de cette ville. Donc on ne peut pas dire tout va très bien, et ce sont les mêmes qui vont porter cet effort. L'Île-de-France est évidemment ciblée, nous sommes la région la plus riche, c'est la région où il y a le plus d'habitants, etc. Ceci posé, moi je pense toujours qu'il faut entrer dans un raisonnement apaisé. Les maires ne peuvent pas être laissés le dos au mur avec une obole de 1 000 euros. Ce n'est pas possible. Moi, les 20 familles dont j'assure la scolarité des enfants, c'est l'équivalent d'une classe entière. J'assure les aides sociales, les chèques services, l'alimentation, etc. dans ma petite ville. Ça représente un budget. On ne nous a jamais demandé notre avis pour le faire. Je pense qu'il y a des solutions. Moi, j'ai proposé de regarder du côté des casernes. On a fermé une quarantaine de casernes. Elles sont équipées de lits, elles sont équipées de centres de santé, de réfectoires. L'État pourrait d'abord montrer l'exemple, au lieu de toujours se tourner vers les maires. Je partage tout à fait ce qu'a dit M. Cambon sur la dotation de 1 000 euros par réfugié qui serait accordée. C'est largement insuffisant. Ça ne répond pas à tous les besoins en matière de scolarisation, de logement, d'aliments à acheter, etc. etc. Donc c'est ridicule. Et de l'argent, il y en a. Enfin, moi, je voudrais rappeler simplement qu'on a voté le CICE. Le CICE, aujourd'hui, n'a pas fait preuve de son efficacité. Donc, de l'argent, il y en a. Allons le chercher là où il faut aller le chercher. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de cette émission. Tout de suite, d'autres programmes sur les chaînes parlementaires. Je vous retrouve à 19h pour 24h Sénat.